Nous avons tous l'idée que pour aller nager, il faut prendre des cours de natation, que pour faire de la bonne cuisine, il faut quand même s'entraîner un peu. On a quand même l'idée que les choses tombent pas du ciel. Et là, pour la sexualité, eh bien, il n'y a pas de transmission, il n'y a plus, en tout cas, maintenant. Et en même temps, il n'y a pas de formation. Et donc, on se trouve très démunis quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, parce qu'en fait, nous n'y connaissons rien. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Aujourd'hui, dans La Petite Voix, on va parler de sexe. Oui, de sexe. Je rassure les oreilles prudes, tout ce que l'on va se dire pendant cet entretien est à votre portée. Car on va l'aborder sous l'angle qui m'intéresse ici dans La Petite Voix. Notre connaissance de nous-mêmes et le développement personnel. Vous l'aurez deviné, mon invitée du jour, Marie Barraud, est sexothérapeute. Elle reçoit dans son cabinet nantais des hommes, des femmes qui se questionnent, qui n'arrivent pas à s'épanouir dans leur sexualité, pour certains qui en souffrent vraiment. Marie les écoute, les conseille et les accompagne dans leur cheminement intérieur. À travers la parole, souvent libératrice en la matière, mais aussi des exercices physiques pour se reconnecter à soi-même. Ce travail, vous l'entendrez, c'est une vraie passion pour Marie. Une passion qui l'anime et qui lui a permis de rompre avec cette sensation d'ennui tenace qu'elle a traînée depuis ses études jusqu'à ses premières expériences professionnelles. Bienvenue dans un épisode, sans mauvais jeu de mots, jouissif, où l'on comprend que la clé du plaisir dans la sexualité passe aussi par le plaisir que nous avons à être avec nous-mêmes et avec les autres. Avec Marie, nous allons parler d'une expérience troublante en cours d'assises, d'ateliers de parentalité qui lui viennent comme une révélation, et de la limite, parfois très fine, entre sexothérapie et psychothérapie. Bonjour Marie, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Alors, avant de commencer et de découvrir et votre parcours et votre métier, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, je suis Marie Barraud, je suis sexothérapeute et j'exerce à Nantes, dans toute la région nantaise. D'accord, très bien. Bon, donc ensemble, aujourd'hui, on va parler de sexualité. Ça me semblait important, en fait, d'aborder ce sujet dans La Petite Voix, parce qu'après tout, quand on parle de sexualité, on touche bien à notre bien-être dans toutes ses dimensions, physiques, bien sûr, psychologiques et émotionnelles aussi. Et il me semblait que c'est peut-être l'un des endroits où l'on exprime le plus qui l'on est vraiment. C'est peut-être d'ailleurs, vous nous le direz, un autre chemin de connaissance de soi. On va parler donc de sexothérapie avec vous, mais pour commencer, moi ce que j'aimerais c'est que l'on parle de vous et de votre parcours. Oui. J'imagine qu'au départ vous n'étiez pas destinée à ce métier de thérapeute. Est-ce que vous pouvez me dire d'abord vers où vos études vous ont emmené ? Alors effectivement, j'ai mis du temps à me trouver. J'ai commencé moi par des études de droit. En fait, je souhaitais vivre un métier où je me sentais utile à la société. C'était quelque chose qui me tenait très à cœur. Et en même temps, je crois que quand on sort du bac et qu'on sait pas très bien ce qu'on veut faire, des études juridiques, souvent, ça rassure un peu tout le monde. Surtout que je me suis beaucoup ennuyée au collège et au lycée. J'étais vraiment en difficulté pour sentir ce qui pouvait me convenir. Et je pense que je manquais vraiment de permission à l'époque pour faire vraiment ce qui m'animait. Parce que je le pressentais déjà que mon intérêt pour la psychothérapie, pour l'art, c'était des choses qui me touchaient déjà. Mais je me suis pas donné cette permission et donc je me suis embarquée dans ces études de droit. Alors je suis quand même curieuse de nature, donc les premières années c'est passé à peu près. Mais est-ce qu'à ce moment-là, comme
a priori, vous étiez assez consciente de faire un choix presque par défaut après le bac. Est-ce que là, vous vous dites, bah non, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ma voie? Ou est-ce que quand même, vous avez toujours ce petit doute au fond de vous? Alors à l'époque, ça se manifestait pas dans ces termes-là. J'imaginais même pas qu'on puisse trouver sa voie. J'étais vraiment à très très loin de ces... Enfin, je parle de concept, mais même de cette réalité, parce que j'ai pas eu l'impression que mes propres parents aient trouvé leur voie. Et donc, j'avais pas l'idée qu'on puisse trouver sa voie. Et non, moi j'étais plutôt avec mon idée que de toute façon, la vie c'est de l'ennui, et notamment le travail, et que si j'allais trouver un intérêt dans mon existence, c'était certainement pas dans mes études ou dans mon travail. Et donc je me suis dit bon ben voilà un métier, enfin voilà des études qui vont à peu près faire l'affaire. D'accord. Alors c'est sûr que quand même je me suis un peu activée pour essayer de voir un peu plus concrètement ce qu'il en était. Donc j'ai commencé à faire des stages. Très vite, j'ai vu que je pouvais pas être avocat, que ça me convenait pas du tout. C'est drôle, mais j'ai quand même été toujours un peu en lien avec mon intuition, avec une écoute corporelle quand même. Je crois que c'est ça qui m'a sauvée. Moi, j'avais trop d'empathie en fait. Je suis d'une nature assez authentique et si je perçois que quelqu'un est vraiment coupable, je crois que j'aurais vraiment du mal à le défendre. Et puis parfois, je me rappelle très bien, j'avais été dans une cour d'assises pour voir une affaire sordide de viol, comme on en voit parfois. Et moi, alors bien sûr que j'avais été très émue par la victime, mais j'avais aussi été très touchée par le coupable, en fait, qui était un homme qui avait vécu des choses atroces, qui avait été shooté aux médicaments pour le procès, donc qui était un vrai légume. Et déjà, ma sensibilité, je me suis interrogée, je me dis tiens, c'est quand même étonnant, ma sensibilité, elle va aussi vers le coupable. Je me voyais pas du tout, du coup, à la place du juge ou à la place du procureur. Je me voyais pas du tout dans cette ère-là parce que ça résonnait pas du tout pour moi. Mais bon, entre ce ressenti-là et puis la décision d'arrêter, il s'est passé encore beaucoup de temps. Alors comment ça a cheminé en vous? Eh bien, j'ai continué mes études. Je pense que quand même, je sentais que, j'osais pas me l'avouer, mais je commençais à me sentir enfermée. Donc j'ai passé une année sabbatique en Autriche, à Vienne, parce qu'il y avait une école autour des études bibliques, autour de la spiritualité, et que ça m'intéressait beaucoup. J'avais l'intuition que dans ces études de théologie, j'allais découvrir quelque chose de notre âme humaine, de notre humanité. Et donc je suis partie là-bas, mais autant pour le contenu de l'école que pour le cadre, c'est-à-dire l'Autriche, Vienne, enfin de l'air, de la nouveauté... quelque chose qui allait me sortir du droit. Alors c'est ça en fait, à la fois vous aviez besoin d'air frais et quand même il y a cet appel vers l'humain quoi. Ah oui c'est sûr, mais je n'ai pas les mots pour me le dire. Donc c'est complètement inconscient tout ça. Malgré tout, c'est pas n'importe quel choix. Lorsque vous faites cette école-là, est-ce que vous la vivez comme cette année sabbatique en disant bon voilà ça m'intéresse et c'est bien pour ma culture personnelle? Ou est-ce que vous commencez à vous dire que vous pourriez en faire quelque chose? Je le vois comme une parenthèse dans ma vie. J'ai bien l'idée qu'après, je vais reprendre mes études juridiques. Mais je sens que je tourne un peu en rond. Je commence à saturer, en fait, du droit et de l'ennui. Et vous avez quel âge à l'époque? Je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Et depuis combien d'années vous étiez en études de droit? Mais j'avais passé ma maîtrise, donc j'avais fait 4 ans. D'accord, ok. Donc là, c'était la pause après la maîtrise? Alors, pendant mon année à Vienne, c'est vrai que ça a été incroyable parce que, à côté des études de théologie, Vienne, c'est une ville culturelle très riche, donc j'ai découvert l'art, en fait. J'ai découvert Klimt, j'ai découvert Schiele, j'ai eu des coups de cœur pour certains tableaux, j'ai été aussi énormément à l'opéra. Mais vraiment, il y avait quelque chose de très, très puissant qui s'est passé pour moi dans cette découverte-là parce que j'avais vraiment le sentiment de toucher du doigt quelque chose de l'humain, de cette humanité que je cherchais. Ok, là, tout d'un coup, on a l'impression que cette expérience à Vienne fait vibrer quelque chose en vous, quoi. Ça réveille... D'ailleurs, au début, ça m'a paniquée. C'était tellement de vibrations que j'en ai eu peur. Je me suis dit, mais alors je vais devenir complètement addict ou il y a quelque chose qui se passe pas bien. Ça m'a d'abord vraiment effrayée. En fait, c'était assez puissant parce que quand on se met à vibrer, il y a une puissance qui se libère, il y a une force dans le sentiment d'exister qui est là. Et en même temps, je n'en faisais rien à l'époque. C'est-à-dire que je vibrais donc dans ces lieux artistiques. Mais ça n'a pas je crois pas que ça ait impacté plus que ça mon quotidien. Et quand je m'entends parler, là, je me dis que peut-être que j'avais peur du plaisir, d'un trop grand plaisir. Venant d'une sexothérapeute, c'est intéressant. Je reviens de loin.
Mais c'est ça qui est en fait tout l'intérêt et la richesse de ces parcours, parce que vous avez vécu cette parenthèse presque enchantée, mais vous revenez en France. Je reviens à Paris et je reprends ma formation. Alors, c'est-à-dire que je prépare le concours de l'école de la magistrature. Et je me rappelle très bien, au mois de mars, depuis 15 jours, je n'arrêtais pas de pleurer dès que j'ouvrais un bouquin de droit. Et là, ça m'a alertée. Je me suis dit, là, je vais sombrer. Et donc, j'ai eu un espèce de sursaut. Je me suis dit, bon, j'arrête tout du jour au lendemain et j'ai filé chez ma grand-mère. Pourquoi chez elle ? Eh bien, parce que c'est étonnant, mais mes grands-parents ont vraiment joué ce rôle-là pour moi. Ils ont traversé la Deuxième Guerre mondiale, tous. Ils ont vécu des épreuves de couple, des épreuves de vie, et ils ont surmonté ces épreuves. C'est-à-dire que ça ne les a pas tués, ça les a rendus souvent plus forts, plus ouverts. En tout cas, ils sont restés vivants et plutôt heureux. Et donc, d'aller voir ma grand-mère, pour moi, c'était un peu me raccrocher à une personne qui avait traversé des épreuves, qui en était sortie vivante, qui était heureuse de sa vie. Et je me suis dit, elle va m'aider à traverser ce truc difficile-là dont je me sors pas. Wow, c'est très joli. Dans votre esprit, c'était devenu évident que vous lâchiez ce concours de l'ENM et le droit. C'était, je veux dire, il y avait plus de retour possible en arrière. Il y avait plus de retour en arrière possible. J'aurais dû entendre ça depuis très longtemps, je l'ai pas entendu, et puis très vite en fait, à forte de mon année à Vienne, l'idée de l'histoire de l'art est arrivée parce que j'avais vibré là-bas et je m'étais dit voilà un endroit où au moins tu vas vivre quelque chose. D'accord. Donc là, votre nouveau projet commence à se dessiner. Vos parents, ils sont dans quel état d'esprit par rapport à ces événements ? Je me revois très très seule en fait à l'époque et à tourner des questions dans ma tête, mais sans réponse et puis surtout sans formulation, sans mise en mots. Alors que je pense que ça m'aurait vraiment aidé, mais bon, voilà. Donc malgré tout, quand même, vous arrivez dans cette solitude et cette réflexion que vous menez seule à comprendre qu'il y a quelque chose du côté de l'art à jouer parce que vous avez tellement vibré à l'opéra et dans les musées viennois qu'il y a quelque chose à faire. Oui. Et donc la rentrée qui suit, je me retrouve à nouveau sur les bancs de l'université et en première année d'histoire de l'art. Et je reprends les cours, et alors là, pour le coup, avec un immense plaisir. J'étais vraiment très heureuse. Donc il y a quand même quelque chose qui renaît un peu en moi, où je sors de l'ennui surtout. Mais est-ce que vous arrivez à vous projeter dans une vie professionnelle par rapport à ça ? Eh bien, pas encore. Alors si, parce qu'en fait, au bout de 2 ans, j'obtiens une équivalence. Donc je suis arrivée, après 2 ans d'histoire de l'art, je suis arrivée directement en master. Et là, effectivement, en Master Pro, on se projette quand même sur des métiers, etc. Et puis, je commence à faire des stages. Donc, effectivement, si. Pendant combien d'années, du coup, vous avez fait d'histoire de l'art ? Ça a duré 3 ans. Et donc, j'ai passé 6-8 mois, je sais plus très bien, à chercher du travail. Je l'ai pas forcément très bien vécu. Mais ce qui m'a beaucoup plu sur cette période, c'est que pendant ces quelques mois, j'ai tellement appris, et bien plus qu'à l'université, finalement. Parce que j'ai pas arrêté d'appeler à droite, à gauche pour me renseigner sur les différents métiers qui existaient. Dès que je connaissais pas un métier, eh bien j'allais appeler la personne qui l'exerçait pour lui poser des questions. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier poste d'ailleurs. Il a été au FNAC, au Fonds National d'Art Contemporain à la Défense, où j'ai travaillé dans le service du récollement. En fait, le Fonds National d'Art Contemporain a acheté énormément d'œuvres aux artistes français pour les proposer dans les musées de province, et on s'est rendu compte que l'État gérait pas bien ses œuvres d'art, et donc on a sorti un service de récollement qui a permis de repérer où étaient les œuvres, dans quel état, de rappeler qui était le propriétaire, que c'était un prêt, ou alors il y a eu des œuvres qui ont été données aussi pour les lieux. Voilà, de repérer aussi les œuvres qui avaient disparu, etc. Donc de gestion du patrimoine de l'État, en fait. Exactement. Vous vous sentez comment dans ce poste-là ? Vous vous dites que là, vous y êtes ? Non, pas du tout. Ça m'ennuyait un peu. Donc j'ai vécu une expérience humaine plus qu'une expérience professionnelle riche, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient dans le milieu professionnel. C'était très intéressant pour moi. Parce que donc vous êtes resté ensuite dans ce monde de l'art ? Alors après, je me suis occupée d'organiser des expositions pour une institution culturelle à Paris. Dans cette institution-là aussi, en fait, je m'ennuyais encore.
D'accord. Et malgré tout, vous êtes resté quelques années? Oui, alors ce qui m'a fait un électrochoc, c'est quand j'ai eu ma première fille, parce que j'avais vraiment envie de reprendre mon travail quand je l'ai eu. Mais quand j'ai repris mon travail et que j'ai constaté combien je m'ennuyais dans ce travail alors que j'ai laissé ma fille, je me suis dit là, c'est pas possible, il faut que je trouve quelque chose de suffisamment passionnant pour justifier le fait que je lâche ma fille toute la journée. C'est une bonne manière de voir les choses. Et là, du coup, vous repartez avec ce questionnement sur votre projet professionnel. Exactement. Donc là, je rencontre une conseillère une coach. Et donc, je commence tout un cheminement avec elle. Et effectivement, la voie tout ce qui est de l'ordre de la psychothérapie émerge en fait assez vite. Parce que, en parallèle de mon métier, je faisais partie d'une association où j'ai commencé à vivre beaucoup de développement personnel pour moi. J'ai suivi des groupes de thérapie, mais j'y allais quand même drôlement souvent. Et puis moi-même, en fait, on est venu me chercher après dans un autre cadre pour animer des groupes de parents. Et là, j'ai vu que je m'ennuyais pas du tout. J'ai vu que j'étais prête à traverser tout Paris pour participer à ces soirées. Ouais. Et je me suis dit, tiens, quand même, là, j'ai de l'énergie, là, je m'ennuie pas, il se passe quelque chose dans cet endroit-là. Donc, vous dites que vous animiez des groupes de parents. Je me demandais comment vous vous êtes retrouvée à pouvoir animer des groupes de parents. Eh bien, parce que j'étais très investie dans cette association. Je ne lisais à ce moment-là que des bouquins de psycho, de développement personnel. J'ai dévoré tout ce qui était les livres d'Isabelle Filiosa sur tout ce qui était parentalité, et puis plein d'autres. Et donc, je commençais à avoir un bagage quand même, puis je commençais aussi à avoir développé cette écoute un petit peu du thérapeute. Voilà, mais j'étais pas non plus lâchée dans la nature, hein. On était plusieurs, il y avait des psychologues, on était supervisés par une psychothérapeute. J'ai vraiment découvert le plaisir que que je vivais dans ces soirées à accompagner ces parents qui venaient là pour trouver des clés ou s'interroger sur ce qu'ils pouvaient vivre avec leurs enfants. Vous dites, c'est venu assez rapidement, l'idée que la bonne voie était celle de devenir thérapeute? Oui, sauf que je pense qu'à l'époque, je l'ai découvert je l'ai formulé, je l'ai mis en mots bien plus tard. J'avais la trouille. J'avais une trouille monstrueuse. Je me disais, mais comment c'est possible de devenir thérapeute, accompagner des gens qui souffrent, et est-ce que je vais être capable, etc., etc. J'avais vraiment peur, mais je me le nommais pas du tout. Vous aviez quel âge au moment de toutes ces questions? J'avais 32 ans. Et en fait, ce qui a suivi, c'est que en thérapie personnelle, j'ai commencé à sentir les limites de ce que je vivais dans mes groupes là. Et j'ai fait une expérience chez un ostéopathe qui m'a remis mon bassin. Et ça a été une expérience incroyable parce que sur le moment, j'ai pas vécu forcément grand chose, mais 3 jours après, j'ai réalisé que je ne pleurais plus quand j'évoquais mon accouchement qui s'était passé assez douloureusement. C'était digéré, c'était réglé pour moi. J'ai été un peu sidérée de voir l'impact, la puissance de ce qu'on pouvait vivre dans notre corps sur nos affects, sur nos émotions. Et je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose là à trouver, à chercher, à sentir, parce que il y a quelque chose, et ça me semble passionnant. Alors comment avez-vous fait pour creuser ? En fait, il s'est passé qu'au niveau professionnel, j'ai été licenciée et le jour où j'ai appris cette nouvelle, j'ai pas pu m'empêcher de penser, parce que ça a été très soudain, du jour au lendemain, pam, c'est tombé. Donc ça a été la douche froide. Et en même temps, tout de suite, j'ai eu le pressentiment que ça allait être un cadeau pour moi, que là, il y avait quelque chose à vivre. Ah, c'est génial. Vous commenciez à avoir confiance finalement en vous et en ce que cet événement-là, a priori pas sympa, pouvait vous amener. Oui, je me suis dit, ça va être la chance là, parce que il va falloir maintenant se poser, affronter mes vieux démons, me poser et puis voir ce qu'il émerge de tout ça. À ce moment-là, je suis tombée sur un livre qui s'appelle Femme désirée, femme désirante de Daniel Flumenbaum. Un très beau livre, ouais. Et alors, la question de la sexualité, c'était une question qui me travaillait depuis que j'étais en couple. Parce que j'imagine un peu comme tout le monde, moi j'ai vécu des très belles choses, puis des choses pas très marrantes non plus. J'avais un homme qui était aussi très engagé, il avait vraiment envie qu'on investisse ce sujet-là et on y trouve une source d'épanouissement. Et je crois que c'est lui beaucoup en fait qui m'a aidée parce qu'il avait la niaque, il a jamais voulu lâcher l'affaire. Moi il y a un moment où je lui ai dit écoute, tant pis, on lâche ça, tant pis. Tu vas trouver ton bonheur ailleurs et puis moi c'est pas grave, je renonce à tout ça. Ah oui, ça m'encombrait tellement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit non mais Marie, c'est avec toi que je veux vivre ça. Il n'est pas question que je vive ça avec d'autres, c'est avec toi que je veux le vivre. Donc on va se débrouiller, ça va prendre le temps qu'il faut, mais on va s'en sortir.
Et en fait, le fait qu'ils me disent ça, bon, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais quand même, ça m'a mobilisée. Je me suis dit, bon, ben maintenant, il faut y aller, quoi. Enfin, je peux pas faire comme si c'était pas une difficulté ou qu'il se passait rien. Ça m'a touchée aussi qu'ils me disent, ben non, c'est avec toi que je veux vivre ça. Ouais, oui, il y avait un engagement fort. Ouais. Et donc, vous lisez ce livre à ce moment-là ? Alors déjà, je découvre que je suis pas du tout la seule à pas forcément avoir compris ce qui se jouait dans notre sexualité et puis à pas la vivre comme on pourrait la vivre. Parce que notamment, ce qui m'a marqué, c'est que Daniel raconte que dans son livre que pour les Chinois de la Chine ancienne, la sexualité c'est aussi important que l'alimentation. Alors je me suis dit, dis donc, en France où l'alimentation c'est tellement important, on en parle tellement, si notre sexualité était aussi importante, on serait plus heureux sur Terre, hein. Et donc ça m'a interpellée, et puis il y a d'autres choses aussi qui m'ont interpellée, mais surtout, dans ce livre, je me suis dit, tiens, là on parle du corps, il y a les émotions, il y a notre histoire transgénérationnelle, il y a la connaissance de soi, et puis j'ai senti que c'était trop dommage que toutes ces informations restent dans un livre. J'ai senti que moi j'avais l'énergie pour partager ça, pour diffuser, pour travailler le sujet, pour m'aider moi d'abord peut-être, et que j'allais peut-être pouvoir aider d'autres personnes, enfin les accompagner à trouver dans leur sexualité quelque chose d'heureux, de joyeux. Ah, ok. Voilà. Donc en fait, ce qui est beau, c'est qu'à la fois vous cheminez pour vous et vous sentez aussi que vous êtes appelé à cheminer avec les autres. Oui. Toujours dans mon souci sans doute d'apporter quelque chose, afin d'occuper ma place dans la société, peut-être d'apporter ma pierre à l'édifice. Et très vite, en fait, vous sentez que cet appel, il y a une forme d'évidence dans la manière dont vous le présentez. Oui, il y a une sorte d'évidence qui, du coup, s'est transformée en une forte puissance. Parce que heureusement que j'ai vécu cette chose qui s'est éclairée pour moi à ce moment-là, parce que très souvent, les mois qui ont suivi, je me suis rebranchée dessus pour vaincre les obstacles qui se sont présentés à moi. Parce que du coup, une fois que vous avez senti que c'était là qu'il fallait que vous alliez, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez suivi une formation ? Comment ça s'est passé ? J'ai commencé à chercher une formation. Alors, j'avais pas fait d'études médicales ou paramédicales, donc tout ce qui était universitaire, c'était pas très intéressant. J'aurais pu devenir conseiller en santé sexuelle, ce qui me passionnait pas du tout. À ce moment-là, c'était clair, il était plus question pour moi de m'ennuyer encore une seconde. Là, c'était évident, peut-être en même temps que cette évidence que j'ai eue avec le livre de Daniel, où là je me suis dit, mais là c'est un milieu, c'est un domaine où je vais jamais m'ennuyer parce que c'est passionnant, j'aurai toujours des choses à découvrir. Mais j'étais vraiment en lien avec ce truc, plus jamais je ne m'ennuierai. Ah, c'était vraiment le critère essentiel. Ah oui, j'avais perdu trop de temps à m'ennuyer. Et ces années que j'ai l'impression d'avoir perdu avec tout mon ennui là, c'est encore douloureux aujourd'hui, parce que quand je vois la richesse de ma vie aujourd'hui, je me dis mais toutes ces années perdues. Alors bon, je me suis construite autrement, il y a sans doute qu'il y a eu des choses quand même qui ont façonné la femme que je suis aujourd'hui, mais j'ai trouvé que c'était cher payé. Et oui, il y avait tout ce cheminement qui a pris un petit peu de temps. Donc à quel moment vous vous dites ok, en fait le métier que je veux faire c'est sexothérapeute et je vais ouvrir mon cabinet et accueillir des hommes, des femmes, des couples pour les accompagner sur ce sujet-là? C'est pendant ma formation, donc j'ai trouvé une école privée et donc c'est pendant la formation que je me suis dit oui, ça colle, c'est ça. Ça m'a donné des fondamentaux et puis j'avais tout mon background en psychothérapie, même si j'avais pas eu de diplôme. Donc ça m'a donné une certaine assise aussi pour ouvrir un cabinet assez vite, en fait, juste après ma formation qui a duré 2 ans. Et j'ai commencé à Paris où là, rien que dans le plaisir avec lequel je parlais de mon travail aux différents médecins que je suis allée voir pour leur dire voilà, j'ouvre un cabinet de sexothérapie, si vous avez besoin d'avoir un contact dans ce domaine pour vos patients, etc., je suis là. Déjà, ça m'a permis de vérifier, alors même que j'avais pas encore de patients, que j'étais dans mon domaine. Et donc, j'imagine que lorsque vous avez reçu vos premiers patients, là vous étiez, ça n'a fait que confirmer ce sentiment-là d'être au bon endroit. Oui. Je m'en rappelle encore parce que je disais c'est pas possible, moi je ferais ça même si c'était à moi de payer. Qu'est-ce que vous avez ressenti lors de, je sais pas, de la première fois où vous ouvrez la porte de votre cabinet à un patient et que voilà, vous faites une première séance pour prendre connaissance de sa problématique, etc. Un peu de timidité, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver ? Et en même temps une espèce d'assurance, une sorte de tranquillité intérieure parce que je savais que j'étais au bon endroit et que je démarrais pas de rien, que j'avais déjà eu des retours positifs des groupes de parents que j'avais animés, je partais pas de zéro.
Ça s'est fait très vite, je me suis sentie sur mes pieds, enfin, oui, dans une assise. Ouais. Et est-ce que du coup, dans la foulée de ça, vous avez assez vite trouvé une patientèle et réussi à vivre de cette nouvelle activité? Alors ça a pris un peu de temps parce qu'en fait, en même temps que j'ai ouvert mon cabinet, j'avais un bébé. Donc j'ai dû gérer un peu les deux. Puis surtout, on a déménagé parce que en fait, je sentais que le cabinet s'ouvrait et enfin, il se développait rapidement. Et je me suis dit, là, c'est le moment ou jamais où soit on reste à Paris, on décide de faire notre vie à Paris, soit on part en province et on offre autre chose à nos enfants. Et mon mari, lui aussi, a complètement changé de voie à ce moment-là et on a décidé de partir en province. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Nantes. J'ai recommencé à nouveau, j'ai ressollicité les médecins de la région, je me suis fait connaître, mais toujours avec le même plaisir. En fait, j'étais vraiment heureuse de parler de mon métier. Puis les choses se sont faites très rapidement, en fait. Il y a une forte demande. Du coup, votre cabinet nantais, il est ouvert depuis combien de temps maintenant? Eh bien, ça fait 3 ans, je crois. Ok, oui, donc c'est encore relativement récent. Oui. J'en reviens à votre métier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste ce métier de sexothérapeute? Alors, c'est un métier qui ressemble beaucoup au métier de psychothérapeute, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui sont en difficulté dans leur sexualité et je travaille selon 3 axes. Il y a tout un axe où la parole a vraiment son importance, où on échange sur dans ce que vit la personne, quel sens ça peut prendre dans sa vie. Les choses ne nous arrivent pas par hasard et quand je développe un symptôme ou que je traverse une difficulté dans ma sexualité, ça dit quelque chose souvent de plus large que juste la sphère intime. Mais les 2 choses un peu plus originales de la sexothérapie, c'est que ce qui fait que nous sommes en difficulté dans notre sexualité, c'est la première chose, c'est que nous manquons d'informations. Et donc on se trouve très démunis quand les choses ne vont pas comme on le souhaite, parce qu'en fait nous n'y connaissons rien. Et puis la 3e chose, eh bien, c'est qu'en sexologie quand même, il s'agit de prêter une attention particulière au corps. Et donc je propose souvent des pratiques de prise de conscience corporelle pour permettre à l'information de s'intégrer dans le corps. Vous utilisez quel type de technique? Est-ce que c'est de l'hypnose, enfin, ou de la relaxation? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble plus à de la relaxation, à ce qu'on pourrait vivre en sophrologie parfois, parce qu'effectivement, on s'appuie sur la respiration. Mais après, c'est des outils que je me suis appropriés. Alors certains de ma formation en sexologie que j'ai mis à ma sauce et que, en investissant, en travaillant avec les patients, bien tout doucement, j'ai transformé pour aller vers quelque chose qui me parlait encore plus. Et puis, je me suis formée aussi en taoïsme, notamment à la pratique de l'œuf de yoni. Donc là, c'est plus pour les femmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire de quoi il s'agit, l'œuf de yoni? Dans cette pratique, qui vient de la Chine ancienne, en fait, ça vient vraiment, ça date de plusieurs millénaires, où les femmes de la Chine ancienne, notamment celles qui entouraient l'empereur, ont eu l'intuition que pour aller se rencontrer et développer la connaissance d'elles-mêmes et peut-être aussi aller à la rencontre de leur puissance, eh bien ça allait passer par leur sexe. Et donc elles sont allées explorer toute leur sexualité grâce à cet objet transitoire qu'est l'œuf de yoni. Donc c'est un œuf en pierre. On appelle ça un œuf parce qu'effectivement il a la forme d'un œuf. D'accord, ouais. Alors autrefois c'était uniquement en jade parce que c'était une pierre qui était considérée comme très précieuse. Il y a presque quelque chose de sacré du coup, en étant avec une matière aussi noble. Voilà, et puis après, alors avec l'œuf, on l'utilise. Enfin, le plus connu, c'est tout ce qui est de l'ordre de la rééducation périnéale, mais en fait, c'est vraiment passer à côté de la majeure partie de tout ce potentiel qu'on peut vivre grâce à l'œuf, parce qu'en fait, on peut faire tout un travail en externe, où là, on va apprendre dans la respiration, avec certains mouvements du bassin, à accompagner ce travail de ce qu'on va vivre, et on va apprendre à ressentir, à percevoir, à se mettre en réceptivité. Et on va tout doucement libérer et guérir les blocages qu'on a pu mettre en œuvre. On va beaucoup apporter de la douceur. Je trouve que souvent on demande beaucoup à notre sexe, enfin surtout les femmes, mais c'est rare qu'on pense à lui apporter quelque chose de doux, de réparateur. Et c'est tout ce travail avec l'œuf qui permet ça. Donc il y a vraiment tout un travail de connaissance de soi dans ce que j'entends de votre métier, quoi, d'appréhender son corps
Il est plus que son corps, en fait, hein. Bien, son corps, mais pas seulement, effectivement, ça parle de relation à soi, ça parle de relation à l'autre et de relation au monde. Est-ce que c'est pour ça que finalement la sexualité est si importante pour chacun d'entre nous? C'est qu'en réalité, ça touche à toutes les dimensions de notre être. Ah ben oui, elle touche toutes les dimensions de notre être et c'est moi ce que je trouve tout à fait passionnant. Après, j'ai encore des gens qui me demandent des solutions techniques, qui viennent me voir, surtout ne voulant pas évoquer le reste de leur existence, parce que non, ils viennent pour leur sexualité, c'est pour ça qu'ils viennent, donc on parle de ça et pas du reste. Et puis notre attirance pour la sexualité, parfois il est vraiment encombré avec une idée de performance. On parle beaucoup de réussir sa vie, réussir son couple, voyez, et maintenant on parle de réussir sa sexualité, on est vraiment dans quelque chose de la réussite. Ça vient vraiment mettre des bâtons dans les roues dans quelque chose qui parfois pourrait être plus fluide. Qui sont les gens qui viennent vous consulter? Est-ce qu'il y a un profil type de personne qui vient vous voir? Non. En gros, les personnes qui viennent, elles ont entre 18 et 75, disons, voire 80 ans à peu près. Ouais, en effet. Des hommes et des femmes, des gens qui sont célibataires, qui ont une aspiration à vivre en couple, des gens qui sont en couple et qui souffrent. En fait, comme il faut un peu de courage quand même pour passer la porte d'un sexologue, parce que c'est assez tabou. Certainement. Encore. Le dénominateur commun, c'est des gens qui souffrent et qui quand même ont l'espoir qu'ils pourraient être plus heureux. Et quelles sont les problématiques que vous rencontrez régulièrement? Parce que j'imagine qu'à 18 ans, on n'a pas les mêmes problématiques qu'à 75. Oui et non, à vrai dire, parce que ce garçon de 18 ans, il est venu pour une histoire en lien avec la pornographie. Et à 75 ans, j'en ai rencontré, alors il est peut-être pas 75 ans, mais 70, j'ai rencontré un monsieur aussi qui était encombré par une addiction aux films pornographiques. Donc non, ça peut être les mêmes problématiques. Comme quoi, il y a quelque chose d'universel dans la sexualité. Exactement, parce qu'en fait, ça parle de notre énergie de vie. Et à 18 ans, on aspire à se sentir vivant, mais à 75 ans, on peut encore aspirer. Et moi, je le souhaite pour tous ceux qui nous écoutent. Ben oui. On peut encore aspirer vraiment à se sentir vivant dans cette vibration, cette intensité que nous permet de vivre la sexualité. Ouais. Alors les grands sujets, pour les hommes, c'est souvent autour de troubles érectiles. Ils vivent pas dans leur corps ce qu'ils aimeraient pouvoir vivre avec leur compagne. Et donc souvent c'est source de souffrance. Ils se mettent beaucoup de pression. Pour les femmes, ça va être beaucoup du manque de désir, du manque de plaisir aussi, de la douleur. Parfois carrément l'impossibilité à vivre une pénétration, ce qu'on appelle le vaginisme. En fait, les gens viennent avec une idée assez précise de ce qu'ils traversent, mais parfois on arrive ailleurs. Par exemple, oui, je pense à une femme qui est venue parce qu'elle me dit je vis pas de plaisir et ça m'interroge, je lubrifie pas bien. Et en fait, c'est une femme qui vivait pas de désir du tout. Elle en avait conscience du coup? Non, mais elle avait du désir de câlin, du désir d'intimité, du désir de construire son couple, mais pas du désir sexuel. Ce qui arrive très souvent en fait. C'est rare que les femmes soient vraiment... Et là, quand je vous parlais de méconnaissance, c'est tout à fait ça. C'est rare que les femmes vivent réellement du désir sexuel. Le désir sexuel, c'est le désir de la rencontre des sexes. Je n'ai qu'un désir, c'est que mon homme vienne en moi. Ça, c'est un désir sexuel. Mais moi, souvent, les femmes que je rencontre, elles n'en sont pas du tout là. Elles sont plutôt avec un désir affectif, le désir de faire plaisir, le désir de construire le couple, encore une fois, ou de se prouver que le couple va bien. Des choses qui sont effectivement en lien avec notre sexualité, mais qui sont pas réellement quelque chose qui concerne la sexualité en elle-même, dans son essence, dans ce qu'elle peut nous apporter. D'où toute cette éducation et cette transmission auquel vous êtes attachée en fait, oui. Et dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Comment se fait l'accompagnement? Enfin, je veux dire, ça dure combien de temps? Est-ce qu'on imagine comme une thérapie, que ça va s'étaler comme ça sur plusieurs mois, plusieurs années? Non, on est plutôt dans des thérapies brèves. Alors ça dépend. Si vraiment la personne fait le lien avec plein d'autres choses de son histoire, alors parfois ça peut durer quelques temps. Mais quand je dis quelques temps, ça va être 10-12 séances, à peu près. Le plus souvent, ça varie entre 1 séance et 5 séances, disons, et 5 séances, c'est déjà pas mal. Le plus souvent, quand ça dure 1 séance, c'est que c'est des gens qui avaient déjà en eux beaucoup de choses et que juste la mise en mots a suffi, en fait, pour leur permettre de prendre conscience, de se renforcer dans ce qu'ils ressentaient. Et donc après, ça file tout droit. Ils ont déjà tout en eux, en fait.
Je réagis par rapport à ce que vous disiez sur les suivis un peu plus longs où finalement ça déborde, comme vous dites, ça va au-delà de seulement des questions de sexualité. Vous avez évoqué tout à l'heure la psychogénéalogie. En fait, je me demande à quel moment il y a une frontière entre la sexothérapie et la thérapie tout court. Et comment vous vous positionnez en tant que thérapeute par rapport à ça ? C'est une très bonne question. Pour tout vous dire, en lien avec cette question, je me forme actuellement en gestalt thérapie. J'ai senti vraiment le besoin de renforcer mes assises et mes connaissances et puis ma façon d'être thérapeute avec vraiment une posture de psychothérapeute et donc depuis 1 an et quelques, là je me forme en gestalt thérapie. Ça me donne des clés pour accompagner en sexothérapie pure et dure. Je trouve que ma manière d'être, elle est plus tout à fait la même. Et puis un jour, j'espère pouvoir accompagner des personnes en thérapie classique en fait. Mais je souhaite vraiment garder quand même ce cœur de métier qui est la sexologie. En tout cas, ce qui est génial, c'est que là, vous ne vous ennuyez vraiment plus. Ah oui, tout à fait. Super, merci Marie, c'est très intéressant de découvrir ce métier et votre parcours. J'ai quelques petites questions rituelles pour terminer notre entretien. Ma première question qui fait référence au titre de ce podcast, c'est est-ce que vous écoutez souvent votre petite voix ? Ah bien maintenant, j'essaie de l'écouter le plus souvent possible. Et c'est surtout mon corps qui m'aide à écouter cette petite voix intérieure. Tout ce qui est de l'ordre de nos organes, alors sexuels et non sexuels, nous donne des informations sur des émotions, des choses, des besoins, des choses qui sont ajustées à ce que nous sommes nous. Et moi, c'est ce qui m'aide beaucoup à mettre à l'écoute de ma petite voix, oui. Parce que quand je me mets à l'écoute de mon utérus, parfois je suis très surprise de ce qu'il me raconte. Je me dis, mais ça, j'aurais vraiment pas pu l'inventer toute seule. Et donc, ça m'aide aussi à ajuster ce qui est vraiment en lien, enfin, dans le respect de qui je suis. Alors, on en a évoqué un, mais peut-être en avez-vous un autre à me conseiller ? Est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement éclairé votre chemin de vie ? Il y en a plusieurs en fait. Effectivement, le livre de Daniel Schlomanbaum a été une clé. Et puis un autre livre aussi dont je parle souvent, c'est un livre de Thomas d'Angembourg qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. J'en parle beaucoup en accompagnement en fait parce que je vois beaucoup de personnes encombrées par la croyance qu'il faudrait être gentil, renoncer à soi. Ouais. Et il me semble que dans cet ouvrage, il y a vraiment des clés fortes pour apprendre à être dans du « et » plutôt que dans du « ou ». C'est pas « ou moi ou l'autre », c'est « et moi et l'autre ». C'est tout le challenge de la vie de couple. Eh oui, absolument. Est-ce que vous avez un rituel bien-être quotidien, Marie ? Oui, alors je pratique ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est-à-dire que il se passe pas une journée, je crois, sans que moi je mette en œuvre ces pratiques de prise de conscience corporelle, notamment autour du bassin. C'est fondamental dans ma vie. Ça me permet de me sentir femme, ça me permet de ressentir le plaisir d'être une femme. Du coup, vous avez déjà un peu répondu à ma question suivante, qui est la dernière. J'aimerais savoir si vous, Marie, vous êtes heureuse. Oui, mais je crois que ce qui me permet d'être heureuse, effectivement, c'est d'avoir trouvé cette voie dont vous parlez, c'est d'avoir trouvé le sens de mon existence, c'est aussi ce que m'apporte ma famille, ce que j'ai pu construire dans ma vie personnelle. Je crois aussi que quelque chose qui me permet d'être heureuse, c'est de plus attendre que demain soit plus heureux qu'aujourd'hui, voyez. Je crois que le bonheur, il se vit maintenant. Très souvent, quand je me pose et que je m'arrête et que je me dis, mais si tout s'arrêtait aujourd'hui, eh bien, en fait, je serais heureuse de mourir, j'aurais pas de regrets. Alors, je me souhaite pas de mourir, bien sûr, parce que j'aime bien ma vie, qu'elle est riche et que j'ai encore envie de vivre plein de choses. Je ne me souhaite pas non plus. Mais quand même, j'espère mourir avec sans regret, vous voyez, sur ce que j'aurais pas fait, sur des choses que j'aurais ratées ou en me sentant, c'est bizarre à dire comme ça, mais j'espère mourir en me sentant 100% vivante. Ah, c'est très joli et je trouve que cette question-là est un bon curseur pour faire le point sur sa vie à l'instant T. Moi, c'est ce qui m'aide en tout cas. Marie, merci beaucoup. Je trouve que dans votre parcours, certainement qu'on sera nombreux à se reconnaître dans cette quête parfois de sens, peut-être pour certains dans l'ennui. Moi, j'ai aussi découvert votre métier de sexothérapeute. Je trouve ça passionnant de voir combien ça touche finalement à toutes nos dimensions. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Avec Marie. plaisir. Merci à vous. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes.
Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.